Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, bienvenue à Podcast Affaires de foi. Comme vous le savez, c'est un espace où la foi, l'entrepreneuriat se rencontrent pour inspirer, influencer, innover et impacter. Cette semaine, pour notre série sur le reprenariat, nous allons accueillir une femme très joviale, vous allez la voir, et d'une rigueur excellente de travail. Elle s'appelle Taina, je crois. Elle est coach et stratège en marketing créatif, spécialiste en gestion des réseaux et de création de contenu, planificatrice événementielle pour les événements corporatifs, conférencière et auteure de livres. Elle est la fondatrice de l'agence Façade. Elle est une fan d'une vision incroyable, professionnelle et généreuse, mais surtout, c'est un enfant du royaume de Dieu. Plus de 26 milliards de dollars d'actifs sont transférés chaque année au Québec, impactant quelques 120 000 employés. Près de 3,9% des PME avec employés changent de propriétaire, soit environ 7 400 transactions. C'est beaucoup là. Ces chiffres illustrent l'ampleur du reprenariat au Québec. Et comme vous le savez, quand vous héritez une entreprise comme propriétaire, non seulement vous héritez les actifs et les passifs, mais vous héritez aussi une identité de marque et un public existant. Sans une stratégie marketing créative et bien planifiée, toute reprise d'entreprise peut pâtir d'une perte de confiance, d'un manque de traction et d'une mauvaise intégration des technologies émergentes. Aujourd'hui, Taina aura la lourde responsabilité de nous expliquer comment son expertise peut transformer ce défi-là en opportunité. Bienvenue Taina, bienvenue à Podcast Affaires de foi. Vraiment heureux de t'avoir sur le plateau du podcast. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci à toi pour l'invitation. C'est moi qui est vraiment, je suis bénie, honorée, puis vraiment excitée d'être là. Wow, ça fait vraiment plaisir. Et comme je l'avais dit au public, là, une femme très joviale. Oui. Et Taina, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux partager, parce que là, c'est vrai que je fais un coup de présentation, Oui. mais c'est toujours difficile de parler de soi, mais est-ce que tu peux parler un petit peu de votre parcours, de votre domaine d'intervention et surtout ce qui vous passionne comme entrepreneur? Oui, bien, tu l'as bien dit, enfant de Dieu en premier, puis ensuite ça, dernière de la famille, de Ouais. trois. Je suis très proche de ma famille, mes amis, c'est ma famille aussi, donc je suis vraiment quelqu'un qui est rassembleuse. J'aime inviter les gens, qu'on mange, qu'on parle, qu'on partage. La planification, mais aussi j'aime ça organiser des petits get-together de filles pour qu'on puisse parler de tout, partager sans se juger. Ouais. Puis sinon, oui, je suis une rêveuse, visionnaire, j'ai beaucoup de projets. Ouais. Je les accomplis tout le temps, même si c'est tout croche. Je me dis, au moins, je l'ai fait. Ouais. Donc, comme ça, il n'y a pas de regrets. Puis, ouais, c'est vraiment ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est très optimiste. Je vois toujours le bon côté des choses. C'est sûr que je ne suis pas parfaite, là. Mais j'aime pouvoir refléter sur toutes les situations puis voir, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Donc, je suis quelqu'un qui voit toujours un potentiel, qui voit le bien chez les gens. Puis, le côté généreux aussi, de mon temps. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, qui aime me mettre dans les souliers des autres, beaucoup d'empathie. Puis, ensuite de ça... Oui, avant, je pourrais dire que j'étais sportive, mais bon, ça, c'est quelque chose à travailler. Ouais. Mais non, ça me décrit bien comme ça. OK. Mais parlez-nous de l'agence Façade. Oui. Comment a été le début de ce projet-là? Dans le fond, moi, mon expertise est vraiment dans la vente. J'ai travaillé toute ma jeunesse, toute ma carrière était dans le commerce détail. Donc, j'ai travaillé pour Gap, Garage, Forever 21, H&M. J'ai même habité 4 ans à Vancouver. Où est-ce que là, je suis devenue directrice pour l'Ouest canadien de H&M. J'ai beaucoup appris sur des gestions de territoire, des gros budgets, puis gérer des gérants, gérer des employés, faire de l'embauche ou même dire au revoir à du monde, là, j'ai beaucoup les termes en anglais, mais les pertes, les préventions des pertes, tout ça. Fait que j'ai beaucoup appris dans le commerce détail. J'ai tellement aimé. C'est plus qu'une formation. C'est vraiment une école dans laquelle j'ai pu grandir, évoluer. Puis les formations chez H&M, beaucoup étaient super bonnes. Là, je fais comme un peu la promotion de cette compagnie-là.
Fait que c'est vraiment ça mon background que je pourrais dire. Puis j'ai fait beaucoup de marketing du réseau, j'en fais encore, j'y crois absolument. Depuis que j'ai 18 ans, je suis là-dedans. J'ai commencé avec Tupperware, c'était super le fun. Puis là, bon, ma mère, elle voulait que je focus sur l'école, donc j'ai dû arrêter pendant un certain moment. Donc, c'est vraiment ça mon parcours. Puis, avant la pandémie, Forever 21, ils ont fermé au Canada. Dans ce temps-là, il n'y a pas de mot de la pandémie. Donc, on est en 2019... Je quitte chez mes parents. Puis là, c'est comme, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. J'applique pour d'autres postes. Puis, la pandémie arrive. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. On pense que... C'est ça. C'est ça, on pense que c'est une grippe, ça va passer. Donc, on attend. J'ai dit, bon, ben en attendant, j'avais une compagnie de ballons. J'ai fait beaucoup d'entreprises. Donc, j'ai dit, OK, ben, je vais continuer à faire de la livraison de ballons, vu que les gens n'ont pas le droit de faire des événements. Mais je livrais des ballons pour que les gens puissent célébrer. Ouais, c'est ça. Que ce soit les showers de bébés, tout ça. Demande en mariage, tout ça. Puis, j'ai dit, ben, je vais montrer aux gens comment utiliser Instagram Stories. Puis là, c'était vraiment, j'enseignais seulement comment utiliser Instagram Stories. Puis ma clientèle cible, c'était les 45 ans et plus. Ceux qui étaient peut-être seulement sur Facebook, juste pour voir comment vont les enfants, les petits-enfants, la famille locale ou même à l'international. Donc, ma clientèle, c'était les 45 ans et plus. Puis, je leur expliquais comment utiliser Instagram Stories. Puis, j'ai fait ça pendant toute l'année 2020. J'ai vraiment survécu, on va dire, à la COVID en travaillant, en faisant des livraisons de ballons, puis en donnant des cours. Puis là, bon, j'ai eu certains organismes qui m'ont demandé est-ce que tu peux venir faire des formations, tout ça. J'ai des amis aussi qui ont dit ben moi, j'en ai besoin avec mon équipe. Donc là, j'ai dit OK, bon, ben laisse-moi aller prendre un cours pour perfectionner un peu plus mes connaissances sur Instagram. Donc, j'ai trouvé une fille en ligne. Je prenais toutes ces formations, ces challenges, ces défis, ces formations. J'ai tout pris. Puis, elle était aux États-Unis. Puis, c'était vraiment bien. Fait qu'elle était comme, elle dit, prenez ce que vous apprenez avec moi. Puis, on pouvait comme redonner la formation. Donc, mais il fallait mettre notre touche à nous, fait que notre branding à nous. Puis, ensuite de ça, j'ai travaillé un petit peu dans une agence. Puis, ensuite de ça, bon, l'agence, elle n'a pas pu survivre à la COVID. Puis là, après, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ça ne me tente pas de retourner sur le milieu du travail. J'ai dit, ben, laisse-moi appliquer à la subvention STA, Soutien travailleur autonome. Elle n'existe plus. C'est tellement dommage. C'est une subvention, dans le fond, tout le monde recevait le même montant, 1 600 par mois. Le but, c'était d'essayer de l'avoir pendant 1 an. Parce qu'au début, il faut que tu fasses ton plan d'affaires. Après ça, il faut que tu prouves au jury que ton projet d'affaires peut faire de l'argent, créer de l'emploi, tout ça. Fait que moi, j'ai pu l'avoir pendant 1 an. Puis mon coach, il croyait en mon projet plus que moi. Puis on s'entend, là. Mon projet d'affaires, c'était de lancer une agence en réseaux sociaux. Il y en a des millions. Fait que juste le fait... Je sais que ça, c'était la main de Dieu qui a mis mon dossier sur la pile. Puis mon coach qui était vraiment vendu à mon projet. Donc, quand il présentait au jury avant moi, les gens étaient comme oui, impressionnés. Il m'a encouragé à participer à le concours Ose entreprendre. Donc, j'ai gagné dans la catégorie volet lancement d'entreprise, tout ça. Après ça, j'étais à Québec, mais bon, je n'ai pas gagné, mais j'ai gagné beaucoup d'expérience. Donc, le 1 an, comme ça m'a permis à lancer mon agence. Façade, donc, puis j'ai commencé toute seule, avant même que Agence Façade naisse. J'étais vraiment comme un freelance, une pigiste. Donc, j'aidais les gens à créer leur contenu, tout ça. Puis éventuellement, j'ai dit, mais je vais pas vivre avec ça. J'ai dit, OK. Donc, il y avait du monde avec qui j'avais travaillé auparavant dans l'autre agence. Puis là, je leur ai dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Même eux, ils m'ont dit, maintenant, tu te lances quelque chose qu'on peut travailler avec toi. Puis maintenant, ils sont aussi pigistes à l'agence. Puis maintenant, j'ai beaucoup plus de services, donc tout ce qui est web. Je reste encore dans les réseaux sociaux, création de contenu, branding, identité visuelle. Puis, c'est ça. Puis, l'événementiel aussi. Mais vraiment, le corporatif, vraiment comme les activations de marque, lancement d'entreprise, je suis vraiment plus dans ces services-là. Wow, c'est tellement... Parce que, en fait, c'est toujours intéressant de voir le parcours de quelqu'un, comment la personne a commencé. Et tout ce que je peux retenir de ton parcours, là, c'est la créativité. Parce que c'est comme à chaque... C'est ce qui arrive là. Souvent, les entrepreneurs, quand les montagnes russes arrivent, parce que là, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est comme des montagnes russes. Ça descend, ça augmente et ça se peut que tu es dans un secteur, quelque chose arrive, mais il faut avoir toujours cette capacité-là à innover, à créer. Et c'est ça que je peux retenir de ton parcours. Maintenant, on a parlé de votre parcours, Taina, mais ce que j'étais étonné de voir, tu es auteur aussi, conférencière.
Et est-ce que tu peux nous parler de cette, un petit peu d'histoire de mon avant livre? ça, ouais. C'est ça. Donc, mon livre, ça a vraiment été... dans ce temps-là, je peux pas dire que j'entendais vraiment le Saint-Esprit me parler. C'était mon gut feeling que j'appelais ça. Tu sais, je comprenais, j'avais pas encore cette révélation-là. Puis, je trouvais que dans les communautés noires, quand tu as 35 ans, tu es célibataire, c'est toujours la femme le problème. Ah, c'était trop difficile. Ah, si, ah, ça. Puis moi, j'avais pas cette perspective-là. Je savais que... Je dis, ben, je suis célibataire parce que des fois, je suis restée peut-être trop longtemps à espérer ou à peut-être voir que peut-être la personne a changé ou éventuellement, elle allait être intéressée à moi. Je dis, ben, j'ai commencé à écrire des blogs sur Facebook. Okay. Puis j'en ai parlé à personne. Je dis non, personne ne me décourage. Fait que du jour au lendemain, comme ça, un dimanche soir, j'ai écrit... Mon livre est en anglais. Diary of a Single Black Woman. Puis je me suis introduite, j'ai commencé à écrire. J'ai eu tellement de messages. Puis même ma meilleure amie a dit « Tu m'en as pas parlé? » J'ai dit non. Je sais même pas si je m'en suis parlé à moi-même. Je pense que j'ai juste dit « Go, j'y vais. » Puis pendant 1 an, chaque dimanche, j'écrivais de tout. Je pourrais aller dans une date, on va dire, puis j'allais écrire quelque chose. Ou j'ai des amis qui me partageaient des histoires, j'écrivais. Je parlais marié versus célibataire, les conversations des mamans, puis les couches, puis tout ça, puis comment nous, on trouve ça super plate. Mais en même temps, j'avais écrit une fois aussi que vous enviez les célibataires. J'ai écrit de tout, tout pour comme choquer, rire, faire rire, tout ça. Puis c'est ça, puis c'est une trilogie. Là, après ça, bon, éventuellement, j'ai grandi dans ma foi, puis il m'a dit que ça va être une trilogie. Donc, je sais déjà c'est quoi les 2 prochains livres du Diary, mais c'est pas encore le temps. Le temps, ouais. Puis c'est ça, fait que je l'ai vendu, j'ai fait un lancement, j'ai publié par moi-même. J'ai pas fait affaire avec maison d'édition. C'était pas cette vision-là que j'avais je comprends, ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a permis d'ouvrir la porte à des conversations qui peuvent être un peu tabous aussi, ou beaucoup de préjugés. Exact. C'est vraiment intéressant là, d'attendre tout ça parce que parce que moi, je me suis dit, une blogueuse et une entrepreneur. Quelqu'un qui... C'est comme... Et ça amène des impacts sur des vies humaines. Et surtout, le sujet que tu as amené là, c'est vraiment d'actualité. Les gens qui pensent à moi-même à un certain âge, là, c'est comme... Pourquoi je suis célibataire? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? Je pense que c'est même important pour les célibataires, surtout les célibataires chrétiennes. Là. Oui. C'est très important. Parce que souvent... personne qui nous parle, tout le monde parle aux femmes mariées. Ouais, c'est ça. Ou si on parle à célibataire, c'est pour le mariage. OK, mais pendant le célibat, on fait quoi? En fait, c'est ça. C'est important. Ouais. Maintenant, c'est quoi en réalité, selon toi, être entrepreneur de foi? Et quand est-ce que tu es devenu, que tu as pris conscience du mandat divin que tu es une entrepreneuse de foi? C'est vraiment de mettre Dieu en premier dans tout, mais même quand ça fait pas de sens, ou même quand c'est à contre-courant, ou même quand... Même des fois, dans ta communauté chrétienne, les gens vont dire « Mais non, c'est fou, c'est dangereux, c'est de faire confiance à Dieu. » Quand ça va pas bien, c'est de dire « Mais il me semble que j'avais compris que Dieu m'a demandé de faire ça, mais quand je regarde à la situation présente, il me semble que je devrais arrêter. » Mais c'est de dire « Non, il m'a promis, il m'a dit. » C'est vraiment ça, c'est toute une expérience. Il n'y a pas de... je peux pas dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, mais la seule façon, c'est de lui faire confiance puis de faire en sorte que ce que tu fais, ça t'a vraiment été donné par lui. Puis je dirais aussi de toujours rester en communication avec lui parce que des fois, on peut être tenté de demander à son ami ou de demander à son pasteur ou à son mari, son chum, peu importe, puis dire « Qu'est-ce que tu en penses? » Puis oui, c'est bien, mais... de voir avec lui avant tout. Est-ce que c'est bien? C'est vraiment ça. C'est d'être en constante relation avec lui. Mais si je comprends bien, est-ce que tu as été entrepreneur avant de connaître Christ ou bien... OK. Oui, moi, mais comment ça a été le switch? C'est une super bonne question. Puis je réfléchissais à ça parce que mon père est entrepreneur. Donc, j'ai grandi en voyant un papa entrepreneur, mais qui ne voulait pas qu'on soit entrepreneur parce que c'est ça, hein, c'est dur, c'est difficile. Fait que les parents ne veulent pas que les enfants vivent leur misère. Hein? Donc, j'ai toujours eu des petites business, avoir mon emploi ou être à l'école. Puis j'avais toujours des business. Puis je faisais ça pour le fun. Puis quand c'était le temps de terminer, bon, c'est fini, ça ne me tente plus.
En ce de ça, j'ai accepté Jésus à 21 ans. J'étais encore en affaires, mais même si je l'avais accepté, je ne l'avais jamais impliqué dans mes business parce que pour moi, c'était deux choses complètement différentes. On va à l'église le dimanche, puis on travaille, on va à l'école, puis c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est vraiment, je dirais, quand j'ai vraiment accepté de sauter dans les eaux du baptême, que là, j'ai compris, ah, OK, on peut avoir une relation avec lui. Je dis, OK, on peut l'impliquer. OK, c'est pas bizarre de lui parler de nos choses, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme, ah, OK, là, je sentais le désir de l'impliquer dans tout ce que je faisais. Autant des choses de la vie, mais aussi, surtout de l'entrepreneuriat. Puis c'est de là que Façade, j'ai dit, OK, là, maintenant que j'ai une relation avec toi, parce que pendant la pandémie, tout était fermé, dehors était fermé. C'est ça. Là, c'est comme, OK, je pense que je vais prendre le temps de le connaître pour moi. Là, c'est pas par quelqu'un d'autre, pas par un pasteur. Moi, c'est quoi ma relation avec Dieu? Fait que là, j'ai vraiment pris ce temps-là. Fait que quand j'ai commencé Façade, c'était comme, OK, je la commence avec toi. C'est quoi la vision de Façade? Où est-ce qu'on s'en va? À quoi on dit oui? À quoi on dit non? C'est qui nos clients? Fait que j'ai comme fait mon plan. Dans le fond, quand j'avais la subvention, j'ai fait mon plan d'affaires avec Dieu pour voir. Parce que j'avais pas vraiment fait une entreprise de cette façon-là. Fait que c'est comme ça. Faire le plan d'affaires avec Dieu, j'aime ça. Bon, là, c'est comme... L'autre question que j'avais là, c'est comme... c'est déjà répondu là, parce que c'est quoi la place de Dieu dans votre entreprise? Tu comprends bien? Si à la base, dans le plan d'affaires, Dieu était là, c'est comme... Pour moi, c'est comme Dieu, c'est comme la base de ton entreprise, c'est tout. C'est comme la tête, c'est comme le CEO, tout ce qu'on peut dire là, c'est vraiment ça. Mais aussi, si je peux ajouter, c'est même dans le choix de mon équipe. Chaque personne, je rends tellement gloire à Dieu pour mon équipe parce que comme elles sont encore là. Ben, j'ai elles, mais j'ai pas juste des filles dans mon équipe. Puis je dis merci d'être là. Puis je prie pour eux. Puis j'ai une personne dans mon équipe, il est pas chrétien, il est arménien. Puis tout le temps, je lui parle de Jésus. Puis il dit rien, ça ne dérange pas. J'ai dit, ça, à un moment donné, tu vas accepter. Tu sais, je fais des blagues, tout ça. Mais à chacun, je leur ai jamais demandé si croyant en Jésus, je suis toujours comme, que Dieu te bénisse. Puis là, je prie avec eux. Puis ils sont comme, oh, merci. Il y en a une fois, elle a dit, Amen. Je suis comme, ah. J'ai dit, tu crois en Jésus? Elle dit, ben oui, je suis comme toi. Je suis comme, ah, OK. Tu sais, puis c'est vraiment comme, c'est là, après, je dis, wow, Seigneur, chaque personne que tu as mis sur mon chemin, c'est vraiment une bénédiction. C'est lui qui les a choisis, qui les a mis sur mon chemin d'une certaine façon. J'ai jamais mis une recherche d'un poste. J'ai jamais affiché un poste. C'est juste arrivé comme ça. Comme ça, C'est ça, comme les gens me demandent, comment tu as trouvé ton équipe? Je peux pas te dire, c'est Dieu. Je peux pas te dire, je peux même pas prendre le crédit. Puis c'est dans ma relation aussi avec les clients aussi que Dieu est là. Y a des rencontres où est-ce que je vais prier avec les clients ou des fois, je vais dire à mon équipe, c'est tellement important de prier avant cette rencontre. Je sens que cette rencontre-là va être difficile. Puis si vous priez pas avant la rencontre, ça va pas bien aller. Ils sont comme, OK. Fait que là, les filles sont comme, wow, une chose qu'on a prié avant la rencontre. Fait que c'est vraiment un tout. Wow. Là, tu commences à nous inspirer énormément, là. Et il y a encore du meilleur à la fin. En fait, comme je le disais tantôt, Taina, tout entrepreneur est appelé à connaître des périodes où il est dans la vallée et aussi des périodes où il est sur le sommet des montagnes. C'est ce qu'on appelle des montagnes russes. Comment tu peux conseiller un entrepreneur qui fait face à des défis et changements de son entreprise? En fait, dans ton parcours, j'ai pu le comprendre, mais comment tu peux inspirer un entrepreneur qui connaît ces moments-là de haut et de bas en entreprise? Ça dépend. Des fois, je vais te dire, pleure. Sors les émotions, pleure. Puis ensuite de ça, maintenant, ouvre ta parole. Puis toi, rappelle-toi qu'est-ce qu'il a déjà fait. C'est ça que je fais. J'ai dit, mais là, l'autre fois, t'as fait ça, pourquoi tu le fais pas encore? T'es capable de le faire. Tout ça, tu sais, je lui rappelle. Là. C'est ça qu'il dit, de rappeler à sa mémoire. Mais on va pas se cacher. On se rappelle, nous. Nous-mêmes, c'est ça. C'est pour nous. Ça me prend un petit peu de temps avant de comprendre ça. Fait que ça, au début, je vais pleurer. J'ai besoin de sortir les émotions parce que je trouve que des fois, on dit tout le temps, faut pas pleurer, faut pas avoir peur, mais comme on va chacun avoir le processus qu'on a de besoin. Exact. C'est de ne pas rester là non plus. C'est pas pleurer pendant 3 jours, une semaine, un mois, puis là, bon, là, ça dépend. Mais même si c'est pleurer un petit 15 minutes, OK. Là, maintenant, c'est OK, Taina. Bon, là, aujourd'hui, tu as besoin de tant de clients pour pouvoir payer tes employés. Mais tu l'as fait le mois passé. Tu sais? Fait qu'il y a le côté où est-ce que je vais parler avec Dieu, puis après ça, il y a le côté où est-ce que moi-même, je vais regarder
mes statistiques. Exact. OK, qu'est-ce qu'on a fait le mois passé qui a bien fonctionné? OK, peut-être qu'on a fait des événements, peut-être qu'on a fait du marketing payant, peut-être que mon équipe a fait un travail différemment. Donc, je vais me recueillir moi-même, je me pose des questions. Ensuite de ça, je vais peut-être faire une rencontre avec mon équipe. Donc, on a tout autour de nous. Des fois, c'est juste de prendre le temps d'analyser puis de voir. Puis après ça, c'est peut-être demander de l'aide. Si vous avez un coach, un mentor ou quelqu'un qui peut vous mettre en lien, il y a toujours des solutions, mais avant tout, c'est vraiment, c'est important pour moi de revenir à la parole. Il y a des versets pour moi qui sont non négociables. Où est-ce que, s'il faut que je me le répète 100 fois, il faut que je médite sur ce verset-là jusqu'à temps que mon âme y croit. Puis là, je suis comme, OK, je sais que je ne manquerai de rien parce que tu me le dis, tu es mon bon berger. Donc ça, moi, c'est pris pour acquis. J'ai pas besoin de savoir ce que je vois présentement. Je vais manquer de rien. Prochain, tu sais, quel autre verset que je peux prendre pour... Puis je dis même pas pour motiver, juste pour changer ma mentalité, renouveler mes pensées. C'est ça. Taina, pour cette première partie de l'épisode, j'ai reste des questions à te poser juste pour terminer cette première partie de l'épisode. En fait, c'est quoi ta routine de vie comme entrepreneur? Et est-ce que tu prévois un temps pour rencontrer Dieu, le boss de ton entreprise? C'est quoi ta routine de vie? Pour quelqu'un qui écoute là, un entrepreneur qui veut dire, waouh, j'aime vraiment le vibe, j'aime vraiment comment Taina amène les choses dans son entreprise. C'est quoi ta routine? Là, maintenant, elle change. Là, on est rendu à la deuxième partie de l'année pour ceux qui vont écouter le podcast. Donc, on est début juillet. Puis, je commence toujours le mois avec un jeûne. Avec un 3 jours où est-ce que je remets le mois entre les mains de Dieu. Puis, j'ai besoin, c'est ça, de mourir mes pensées, mourir ma chair, juste pour être sûr que qu'est-ce que j'entends, ça vient vraiment de lui et non pas mes désirs ou mes plans, hein? Parce qu'on en a des plans. On en a. Fait que ça, c'est quelque chose qui est super important au début du mois. Ensuite de ça, le matin, je vais me réveiller, j'ai toujours besoin d'un temps dans la parole. Ensuite de ça, il y a des messages que j'écoute en ligne à chaque matin. En tout cas, il y a un groupe sur Clubhouse que j'écoute. Fait que là, j'aime ça me connecter à ce groupe-là. Puis ensuite de ça, le matin, j'ai mon me time. J'ai vraiment un temps où est-ce que il n'y a pas de remords, je fais ce que je veux. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être lire un livre, ça peut être de me recoucher un petit peu. J'ai vraiment un temps pour moi parce qu'avant, je me prenais un temps à la fin de la journée quand j'étais fatiguée, tout ça. Puis je me suis rendu compte que ça se reflétait dans d'autres choses dans ma vie. Me mettre en dernier. Non, je me mets en premier. Fait que je me dis en premier, après ça, je me mets moi en premier. J'ai un temps pour moi. Tu peux le redire, là. J'aime vraiment ça, hein? Oui, puis c'était avec une assistante virtuelle qui m'avait fait voir ça. J'avais pleuré quand elle m'a fait voir. Elle dit, tu dis que t'as pas de temps pour toi, que les gens peuvent te canceller, tout ça. Elle dit, mais toi-même, tu fais ça avec toi. J'ai pleuré. J'ai dit, waouh, c'est fou comment des petites actions comme ça se reflètent dans d'autres facettes de notre vie. Le soir, t'es brûlé, t'es fatigué, là, t'as pas de temps pour toi, vraiment. C'est ça, tu t'es cancellé, tu t'es remis tu t'es repoussé. Donc, fait que maintenant, depuis cette journée-là, je me mets en premier. Puis ensuite de ça, là, je regarde, j'utilise un gestionnaire de projet, je regarde qu'est-ce qui se passe à l'agence, je parle à ma gestionnaire de projet, je dis, OK, c'est quoi les priorités? On communique, qu'est-ce qu'on a communiqué avec l'équipe. Le midi, souvent, moi, je prends une petite pause pour moi. Fait que, oui, je vais manger, je prends des pauses parce que j'ai les entrepreneurs... On n'arrête jamais. C'est pas bon. Ouais, on n'arrête jamais. Ouais. Manger, même si c'est un 15 minutes, manger, boire, me prendre un petit café ou juste déconnecter, prendre une marche, s'étirer. Je les prends, ces pauses-là. C'est super important. Ensuite de ça, je recommence. Puis là, maintenant, je vais faire de la création de contenu. Je vais vraiment faire qu'est-ce que l'agence a besoin pour aller trouver des clients. Je vais envoyer des messages. Je vais faire du développement d'affaires, des cold calls. Tu sais, tout ce qu'on aime moins faire, là, du développement d'affaires. Puis ensuite de ça, en fin de la journée, je vais juste comme recontacter ma gestionnaire pour voir si tout s'est bien déroulé. Puis ensuite de ça, le soir, je fais des formations. Il y a des formations que j'ai achetées. Donc, je vais prendre le temps d'écouter mes formations, faire mes devoirs. Je reste toujours active. Les réseaux sociaux, ça bouge tellement. Ouais, ça bouge. Puis aussi, avec mon mentor, c'est lui qui m'a donné des tâches à faire, donc je veux rester à jour. Puis après ça, le soir, c'est là que je parle avec mes amis, avec ma famille. J'essaie de ne pas le faire pendant la journée parce que ça déborde tout le temps. C'est ça. Comme mon agenda est sacré, j'ai un de mes amis m'avait donné un... Tu sais, on fait des budgets pour l'argent. Moi, je fais un budget pour le temps. Fait que c'est un budget de temps, donc j'ai des heures bloquées... pour faire des choses. Fait que ça, les amis, c'est comme à peu près 6 heures, parce que mes amis, ils ont un 9 à 5 souvent à cette heure-là. Ils sont terminés de travailler, ils sont sur la route. Donc, puis ensuite de ça, le soir, ça va dépendre.
Là, maintenant, dans mon horaire, j'ai mis que je dois m'entraîner. Je ne l'ai Ouais. pas encore fait. Ouais, ouais. Hein? On commence le Ouais, mois. ouais. Mais c'est ça, tu sais, faire de l'exercice, m'entraîner, tout ça. Sinon, de la lecture ou sinon aussi, je me permets des fois de regarder l'émission, tout ça. Tu sais, je suis pas... Bon, Il faut vivre aussi, c'est là. vraiment, ouais, c'est exact, c'est vraiment, c'est... Donc, en gros, c'est ça. Puis Parce qu'on on prêche l'équilibre, là, au podcast, on prêche l'équilibre, il C'est faut, ça. c'est comme corps, esprit, âme, c'est important comme entrepreneur de prendre soin de son corps, de prendre Ouais. soin de son âme spirituelle, et puis de prendre soin de son esprit, là, en termes de mental, parce que si tu n'as pas ton mental au beau fixe, là, tu peux pas entreprendre, là, Non. tu peux pas innover, tu peux rien faire. Ouais. Puis termine la journée avec prière, Ouais. remerciement, tout ça. Ouais. Maintenant, on va parler de marketing. Oui. C'est ton sujet, là. Oui. On va parler de marketing pour nos auditeurs, téléspectateurs. C'est vraiment un sujet, le reprenariat est vraiment d'actualité. Beaucoup d'entreprises n'ont pas une relève, que ce soit, ça se peut que leurs enfants ne sont pas intéressés, ça se peut que leurs enfants n'étaient pas impliqués. Je pense que c'est un autre sujet que je vais amener au podcast, la transmission générationnelle. Pourquoi les parents ne veulent pas mettre leurs enfants dans l'entreprise. C'est tout ça qui crée présentement. On a beaucoup d'entreprises au Québec qui vont être sur le marché pour une vente. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le reprenariat. Et beaucoup d'entrepreneurs font du reprenariat présentement parce que c'est plus facile de reprendre une entreprise qui existait déjà, maintenant, qui avait une clientèle, qui avait tout. Mais ce que je me suis dit souvent, si tu fais un reprenariat sans être informé, ça peut être le bordel. Oui. Et l'aspect qu'on aimerait apporter comme instruction, comme inspiration pour nos entrepreneurs, c'est l'aspect marketing. Parce que souvent, quand on va reprendre une entreprise, tous les gens disent « Ah, wow, ok, je vais voir mon comptable, je vais voir le notaire, je vais voir le fiscaliste, je vais voir l'avocat en droit des affaires, je vais voir mon conseiller financier. » Mais souvent, il y a l'aspect marketing qui est négligé. Et là, je me suis dit, là, présentement, beaucoup de ces entreprises-là qui sont présentement sur le marché pour être vendues, c'est des entreprises, des gens probablement qui ont 40 ans, qui ont 50 ans. Les réseaux sociaux n'étaient pas leur fort. Question marketing créatif, marketing digital, ce n'était pas leur fort. Maintenant, d'après toi, quelle serait la place du marketing créatif dans un contexte de reprenariat? Dès le départ, juste de savoir c'est quoi ta proposition de valeur, ça qui est dans le plan d'affaires. Donc, c'est quoi ton avantage concurrentiel? Déjà là, le marketing est déjà commencé. Ta clientèle cible, c'est qui ton segment de marché? Le marketing est déjà commencé. Ça, c'est juste une petite question, une conversation au tout début, mais qu'éventuellement, le travail va devoir être fait. Cette conversation-là, quand les entrepreneurs vont acheter cette entreprise à vendre, c'est une conversation qu'ils vont avoir avec ce propriétaire-là. C'est qui vos clients? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? On est déjà en train d'ouvrir la porte au marketing. Donc, c'est dès le début. Mais maintenant, et c'est comme, si je comprends bien, dès le début du processus de reprenariat, c'est bon d'avoir un professionnel qui nous donne des conseils de marketing. Là. Je comprends bien. Définitivement. Si la personne qui vend l'entreprise, elle peut déjà partager cette information-là, c'est important. Puis même ceux qui vont acheter, ils devraient être même curieux. Ou même la raison pourquoi ils ont peut-être approché cette entreprise-là, c'est qu'ils ont vu comme, OK, ils ont peut-être déjà compris. Mais en de ça, le travail qu'il y a à faire, définitivement d'aller chercher les experts, au même titre que les autres que tu as nommés tout à l'heure, notaire, conseiller financier, ben, trouver une personne en marketing aussi. C'est ça. Mais en fait, quand on reprend une entreprise, il y a ce qu'on appelle l'évaluation de la marque acquise. Parce que quand on reprend une entreprise, ça se peut qu'on achète aussi la marque. Et d'après toi, quels sont les indicateurs pour un repreneur qui sont essentiels quand la personne va racheter une entreprise? Quels sont les indicateurs qui sont essentiels pour mesurer c'est quoi la valeur d'une marque? Ce que les gens négligent tellement, c'est les sondages. C'est tellement important de faire un sondage. Moi, j'encourage jusqu'à aujourd'hui des clients à faire des sondages, que ce soit reprenariat. Là, on est dans le sujet du reprenariat. Prenez pas pour acquis tout ce que cette personne-là va vous dire. Surtout si
peut-être qu'il y a des changements qui vont être faits, peut-être, je ne sais pas, le segment de marché va changer parce que l'administration change, etc. Faites un sondage, demandez aux clients, depuis les 20 dernières années, qu'est-ce que vous avez aimé, qui voulez qu'il continue? Qu'est-ce que vous avez attendu pendant longtemps qui ne s'est jamais manifesté? Et qu'est-ce que vous croyez que la marque devrait arrêter de faire? Ça ne marche pas, c'est pas bon, on n'en veut pas. C'est primordial. De faire un sondage, c'est une étude de marché gratuite. Je l'encourage à 200%. OK. Mais selon toi, la première initiative, tu l'as dit tantôt, là, la première initiative marketing, c'est comme c'est la première étape dans le contexte de reprenariat. C'est vraiment le marketing, savoir quelle est ta clientèle cible, savoir c'est quoi ta marque, ton avantage concurrentiel. C'est toujours important. Maintenant, quelqu'un qui se lance en entreprise ou qui reprend une entreprise, comment, selon toi, le marketing pourrait l'aider à redynamiser son offre? Par exemple, si l'offre que l'ancienne entreprise avait, c'était une offre super performante, comment le marketing peut aider cette personne-là à rehausser son offre? Suite au sondage, je reviens au sondage, là, on va voir si l'entrepreneur est à l'écoute. Puis c'est ça qui va faire en sorte que la marque va sonner de la bonne façon aux clients, au segment de marché, aux clients potentiels. Les gens vont dire « Wow, on nous a entendus. Et on ne nous a pas seulement entendus, la marque est passée à l'action. Elle nous a donné exactement ce qu'on voulait, dans la mesure des choses, bien sûr. C'est ça qui va faire en sorte qu'une marque, une entreprise qui rachète, va gagner tout de suite des points aux yeux de ses clients. Parce qu'ils vont dire « Oh, on avait peur que, tu sais, là, maintenant, c'est plus le même propriétaire, que les gens allaient nous oublier, allaient changer, tout ça. Puis là, maintenant, on a vu qu'il n'y a rien qui a changé, tout dépendant du sondage. Rien n'a changé, c'est pareil, je vais aller à la même entreprise, je vais trouver la même chose que j'achète, ça fait 20 ans, je suis content. » Ou l'inverse, peu importe, là, on revient encore à qu'est-ce qu'on veut que la marque arrête, continue, etc. Donc, c'est vraiment de faire des actions en lien avec qu'est-ce que les clients demandent. Souvent, les gens s'oublient et se mettent de l'avant. « Ah, ben moi, dans l'entreprise, voici ce que j'aime. » Mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Exactement. Donc, je sais que je mets beaucoup d'emphase sur le sondage, mais après le sondage, c'est là qu'on va aller prendre les actions puis créer la stratégie. Puis la stratégie va être à l'écoute du besoin du client. Tu sais, il y a 3 phases où est-ce que le client, il prend une décision. Le premier, c'est le client est comme « J'ai un problème, je sais pas c'est quoi mon problème, je peux pas y mettre un nom, mais je sais qu'il y a quelque chose. » Puis la deuxième étape, maintenant, c'est que « OK, là, je peux mettre un nom à mon problème, donc là, je sais où aller chercher une solution. Mais si toi, là, t'es pas là en train de communiquer c'est quoi ta solution, c'est quoi le remède que tu as, ben, ils vont juste aller voir quelqu'un d'autre. C'est là d'être à l'écoute puis de bien partager le message. Puis ensuite de ça, la troisième, c'est la décision, le stade de décision. Là, maintenant, peut-être que le client t'a appelé, il y a eu une soumission, puis là, maintenant, bon, le professionnalisme ou l'écoute ou les résultats, les témoignages, c'est là qu'il va faire en sorte qu'il va te choisir toi. Mais tout là, ça découle du sondage. Du sondage. Puis c'est vraiment dans le reprenariat, je mets beaucoup l'effort là-dedans parce qu'à la base, quelqu'un qui se lance en affaires a fait le travail de voir si dans le marché, il y a un besoin. Exact. Parce que souvent, encore là, on voit, les gens se lancent en affaires. La pandémie, on a vu plein de monde se lancer en affaires, puis après, ils sont comme, mais la pandémie est finie, ça marche pas. Ben oui, mais est-ce que là, tu as écouté ton client? Est-ce que tu as évolué avec lui? Là, maintenant, on est dehors, on peut sortir, on est peut-être moins en ligne, malgré qu'on est très en ligne. T'es pas resté à l'écoute. À l'écoute, c'est ça. Maintenant, et Taina, c'est... Beaucoup d'entrepreneurs présentement pensent au reprenariat, mais il y a la question de la marque. La question de la marque, c'est très important. Mais là, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si tu as vécu ça comme professionnel. Par exemple, ça se peut, j'ai acheté une marque qui s'appelle, je ne sais pas un nom comme ça, là. La marque s'appelle Rona. Et puis, on est dans le même secteur, puis là, je veux racheter Rona. Mais je veux venir avec un autre nom, un autre branding. Mais dans ton expérience, pour un repreneur qui reprend une entreprise qui aimerait vraiment faire un rebranding, avoir comme un nouveau nom pour sa marque, c'est quoi le meilleur moment? Il faut vraiment, aller écouter les clients. Des fois, c'est tout rapidement, c'est pas toujours bon. Il faut rester à l'écoute. De un, pourquoi changer la marque? Est-ce que
les clients ont manifesté quelque chose qui ferait en sorte que de changer la marque. Pourquoi vous avez été acheter Rona, cette marque-là? Il y a une raison pourquoi vous avez été, son ancienneté, comment on dit ça, tout ce qu'elle a accompli, ses accomplissements, tout ça. Il y a une raison pourquoi vous avez acheté cette entreprise-là versus une autre. Donc, avant d'aller tout chambouler ça, j'essaie encore une fois au sondage, c'est peut-être de prendre le temps avant de gagner la confiance des clients. Puis, ensuite de ça, tu sais, ça peut se faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un danger dans les deux. Tu sais, des fois, de changer d'administration, les gens peuvent dire comme, ah, ben, c'est pas les mêmes personnes. Ce ne sera pas pareil. Bon, peut-être que je vais aller chercher quelque chose d'autre. Mais aussi, ces nouveaux administrateurs peuvent emmener une autre vague de clients aussi. Mais c'est comme un peu trop grand, trop vague comme question pour que je réponde. Ça va vraiment dépendre. Il faudrait que j'ai le dossier devant moi. J'ai déjà fait un changement de marque pour des clients, mais ils avaient acheté cette compagnie-là de produits depuis longtemps. Donc, quand elles ont fait le changement, elles n'ont pas senti tant que ça de perte de clients. Oui, il y en a une, mais en même temps, les gens aimaient beaucoup l'équipe qui rachetait la marque. Donc, ça l'a fait un petit changement, mais pas longtemps. Mais elles n'ont pas changé tout de suite. Elles ont averti aussi les clients qu'il va y avoir un changement. Tel produit ne s'appellera plus de telle façon, il va s'appeler de telle façon. Donc, ils ont fait une vente aussi des produits. Donc, elles ont amené la clientèle existante à faire la transition avec elles. Puis, ensuite de ça, ben, il y a peut-être eu 1 ou 2 commentaires parce qu'il y en a qui étaient comme « Non, moi, dès que ça change, je reste plus. » Les gens, des fois, ils disent ça, puis après ça, ils vont acheter en cachette. J'aime ça. Voilà, OK. Là, on va passer à la deuxième partie. Là, tantôt, on a parlé de marketing, la place du marketing dans un contexte et de prise de contrôle. Mais là, tantôt, vous n'arrêtez pas de parler, écoutez les clients. Oui. Écoutez les clients, faites du sondage, écoutez les clients. Maintenant, j'aimerais comprendre comment on peut concilier l'histoire et l'identité d'une entreprise avec une vision marketing innovante. Comment on peut concilier ça? Bien, c'est pas de concilier avec... Dans le fond, le marketing, ça va être la stratégie. Puis dans le marketing, les stratégies, il y a plusieurs tactiques. Puis c'est là un peu peut-être l'incompréhension où est-ce que les gens sont comme... Publier sur les réseaux sociaux, c'est une tactique, c'est pas une stratégie. La stratégie derrière, ça va être quoi l'histoire? Tu sais, on entend souvent le storytelling. Fait que c'est quoi le storytelling qui va être utilisé? Est-ce qu'on va utiliser des témoignages clients? Fait que quand les clients vont entendre les témoignages de d'autres personnes, eux, ils vont pouvoir relater avec la marque pour dire « Wow, ce que cette personne-là dit, c'est exactement ce que je vis. » Donc, ils ont la solution à mon problème. Donc, ça peut être une tactique. Ensuite de ça, en utilisant... Par exemple, les infolettes, ça peut être une autre tactique dans la stratégie. Ça peut être un événement d'activation de marque. Fait que comment on inclut les clients aussi dans ce qui se passe dans l'entreprise? Des fois, ça peut être même les employés aussi. Comment les employés eux-mêmes montrent la culture de l'entreprise? Pour dire, oui, là, ils ne vont pas dire comme ça, là, qu'ils ont une nouvelle administration, mais, tu sais, 25 ans plus tard, c'est toujours la même équipe, aussi chaleureuse. On est bien, c'est qu'on est comme une famille, tout dépendant le message. Donc, le message peut être partagé à l'interne et à l'externe, puis faire en sorte qu'on a harmonisé le client avec la marque. Fait que c'est vraiment dans le message. Mais selon toi, comme experte dans le domaine, c'est quoi la différence entre marketing et branding? Le marketing, c'est qu'est-ce qu'on dit de ta marque, puis le branding, c'est qu'est-ce que les gens disent de ta marque. Wow. Ouais. Wow. Le message, il vient juste pas du même côté. OK. Mais maintenant, c'est comme expert marketing, comment on peut accélérer la confiance des parties prenantes pour notre entreprise, que ce soit les clients, les employés, les fournisseurs? Comment le marketing peut nous rendre ce service-là? Dans le fond, ce que la marque fait déjà de bien, c'est d'amplifier ça. Au lieu des fois, de chercher à créer quelque chose de nouveau, c'est sûr qu'il y a déjà quelque chose de bon. Donc, de l'amplifier, de mettre de l'avant. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Ça fait 20 ans qu'on excelle. Ça fait 20 ans. Tu sais, au Québec, on ne veut pas trop dire qu'on est les meilleurs. Tu sais, c'est un peu plus la mentalité américaine. Mais c'est clairement amener le client à dire, ouais, c'est vraiment les meilleurs. Donc, amplifier ce qui fonctionne déjà. Amplifier le message que le client, on parlait de branding. Le branding, c'est ce que le client dit de la marque. Qu'est-ce que le client dit, qui est peut-être ressorti dans ce fameux sondage?
et d'amplifier ça, de mettre l'emphase là-dessus. Puis après ça, peut-être tranquillement venir rechercher d'autres messages qui sont ressortis, qui étaient un peu plus doux, mais dire, wow, peut-être qu'on peut capitaliser. Si on avait entendu nos clients un peu plus tôt, puis qu'on savait que ça, c'est quelque chose qui les avait impactés. Mais maintenant, comment aller rechercher ce message-là? Est-ce que c'est d'inviter des clients à venir donner leur témoignage? Est-ce que c'est d'aller filmer, par exemple, en temps réel, comment se passe telle étape dans l'entreprise? Parce que souvent, on pense que le client comprend qu'est-ce qu'on fait. Puis des fois, de le mettre en image, en photo, en vidéo, on est comme... Wow, ça, c'est ce que cette entreprise-là fait. Mais j'avais jamais compris. Donc, c'est une autre façon aussi d'amplifier le message. Donc, mais en fait, quelqu'un qui a repris une entreprise, il y avait zéro marketing créatif, il y avait zéro contenu, pas de page réseaux sociaux, rien. Comment tu accompagnes ce client-là de ton agence? Et comment tu fais en sorte que... Parce qu'il y a de ces entreprises-là qui sont quand même prospères. Oui. Comment tu fais en sorte que tu amènes l'entrepreneur qui a repris de dire, même si ça fonctionne, c'est important de mettre du marketing? Oui. Comment tu le fais? De un, ça a fonctionné parce que c'était souvent par bouche à oreille. Il y a sûrement eu du référencement. Il y avait peut-être des programmes de loyauté. Donc, il y avait un certain marketing qui n'était pas digital, mais il était hors ligne. Hors ligne. Peut-être que c'était une compagnie qui faisait des pamphlets ou dans les Publisac. Il y avait quelque chose. Il y avait sûrement quelque chose. Donc là, maintenant, c'est de récolter les résultats par rapport à ces initiatives-là qui existaient déjà. Le bouche-à-oreille, qu'est-ce que les gens disent de la marque? Avec le sondage, ou s'il y a d'autres façons aussi, peut-être que sur le Google My Business, ou peut-être qu'ils avaient certains outils, est-ce qu'il y a des témoignages? Donc là, on peut aller récolter ces témoignages-là, puis voir c'est quoi le point commun, ou les top 3, puis d'amplifier. Ça revient un peu à ce que j'ai répondu tout à l'heure, mais là, c'est de voir avec eux qu'est-ce qu'ils avaient pendant, je dis toujours 20 ans, mais peut-être que c'est... c'est ça. Peut-être l'entreprise est plus jeune, mais bon, c'est ça. Donner un exemple. Puis ensuite de ça aussi, encore les témoignages clients qui sont très solides, très, très, très importants. Puis ensuite de ça, c'est de voir aussi... c'est sûr que l'acquisition de clients, c'est très dur de le voir avec des Publisac, tout ça. Si on ne demande pas aux clients, comment vous avez entendu parler de nous? Ah, mais j'ai reçu un petit coupon dans mon Publisac. Si on ne demande pas, on ne la connaît pas, la puissance de ce type de marketing-là. Mais le bouche-à-oreille, on sait. Comment vous avez entendu parler de la marque? Ça peut être une question dans le sondage. J'ai été référée par un ami. Ça a apparu sur, je ne sais pas moi, ils ont fait des commandites. Puis là, c'était sur une bannière dans un événement. Ah, ben je l'ai vu dans un événement sur une bannière. Donc, c'est pour ça que dès le début, c'est toujours important de demander à ses clients comment tu as entendu parler de moi, comment tu as trouvé notre entreprise. Puis de là, l'entrepreneur qui reprend la marque peut voir avec l'ancien président de la compagnie. Mais j'aimerais ça récolter toutes ces informations-là pour voir c'est quoi les dénominateurs communs en termes du message du client. Maintenant, et souvent j'attends ça en entrepreneuriat. J'ai des amis qui ont déjà fait des reprises d'entreprise. J'ai des gens qui ont été même invités au podcast, qui ont fait des reprises d'entreprise. Mais il y a toujours une question dans ça là. Par exemple, le vendeur de l'entreprise, c'est issu de la communauté québécoise. Tandis que le repreneur, c'est issu de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle. Maintenant, souvent, c'est comme le monde a toujours cette tendance-là, waouh, je vais perdre des clients quand même. Parce que c'est comme, je suis noir, j'achète quelque chose, il y avait une clientèle blanche, comment je vais faire pour garder cette clientèle-là? Moi, je dis souvent aux gens, faites bien vos affaires. Mais là, c'est en termes de comptabilité, fiscalité. En termes de marketing, comment on peut amener ces gens-là à garder confiance dans notre entreprise à travers le marketing? C'est même pas, je dirais, une question de marketing dans ce cas-là. C'est vraiment une question de professionnalisme. C'est vraiment une question d'excellence dans le travail. Puis l'authenticité de la marque aussi. La marque, elle était, je sais pas si là c'est une marque québécoise. On va dire qu'on prend vraiment une marque québécoise. Une marque québécoise dans ce cas-là. Peut-être qu'on prend, je sais pas moi, Juliette et Chocolat. C'est québécois, c'est fait ici. Mais c'est quoi la conversation que l'entrepreneur a eue avec la clientèle, mais aussi la personne qui a créé cette marque-là? Ça a été créé pour qui? Pourquoi? C'est quoi la vision? C'est quoi la mission? Puis ça, il faut la comprendre.
Parce que c'est ça qui va refléter la clientèle. Les gens qui sont là se sont accrochés à cette mission-là, se sont accrochés à l'authenticité. Est-ce que le propriétaire, lui, il venait à chaque dimanche, il venait déjeuner avec ses clients? Puis il passait de, je sais pas moi, de resto en resto. Puis, wow, c'est le fun, on peut voir le président. Mais garder cette culture-là, la culture de la marque, de l'entreprise, elle va être importante. Et là, moi, mon travail, ça va être de prendre ça, puis de partager ce message-là sur les canaux des réseaux sociaux pour dire, il n'y a rien qui va changer. Elle venait avant, ils vont venir aussi. Guys, c'est une mine d'or aujourd'hui, là. C'est une mine d'or, là. Il faut prendre le temps. C'est tellement important de connaître à qui on parle, à qui ça s'adresse. Tu sais, de s'enlever de l'équation. Moi, je dis, là, l'entrepreneuriat, c'est mourir à soi-même tous les jours. C'est vraiment ça. Parce que, tu sais, on dit en anglais, « it's not about you ». C'est pas toi qui est important, c'est les clients, c'est les gens que tu sers. On est là pour servir. Donc, il faut comprendre qui tu vas servir en achetant cette entreprise-là. J'ai un ami qui dit, ce que tu fais comme entreprise, c'est pas pour toi. C'est ça. Tu le fais pour les autres. Exact. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas encore en affaires. Parce que tout ce qu'on fait là, que ce soit le podcast, que ce soit du marketing, que ce soit quelqu'un fait de la comptabilité, on le fait pour les autres. C'est ça. On le fait pour les autres, malheureusement. Et tout ce qu'on fait comme service, là, c'est pour les autres. Là, c'est ça. C'est pas notre business vraiment à nous. Puis, il faut aussi... Il y a un bon moment, il y a un bon temps pour chaque chose. Disons que je reprends cette même entreprise-là, puis la nouvelle administration voudrait emmener une petite touche antillaise, tout ça. Attendez, ou faites-le de façon graduelle. Ah, aujourd'hui, sur le menu, je sais pas moi, c'est le mois de l'histoire du drapeau. On voudrait vous partager quelque chose de notre culture. Tu sais, tel dimanche, venez dans nos restaurants, vous allez goûter sur le menu quelque chose de différent. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Puis après ça, prenez le pouls de la clientèle, puis après ça, partagez-le sur les réseaux. Wow, on a introduit ça, les gens, ça a été bien accueilli. Non, merci à tous. Laissez-nous savoir dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse ça encore une autre fois. Tranquillement. Pas du jour au lendemain, tu changes le menu. Là c'est sûr que tu vas perdre des clients. Les gens vont dire, ben là, vous nous avez oubliés parce qu'on est... Là, c'est là que ça fait de la division. C'est pas ça que tu veux en affaires du tout. Tu as vu de toutes les couleurs, j'imagine. Tu as vu de toutes les couleurs dans ton agence. Mais quand vous rencontrez vos clients, quelles sont les erreurs fréquentes que vous voyez lorsque le repreneur gère seul son aspect marketing ou même sa communication? Ça va faire du mal aux opérations. Quand on fait une stratégie, surtout dans l'entreprise du service, mon client, c'est l'entrepreneur. Il est 100% impliqué dans la stratégie. Donc, souvent, je dis à mes clients, puis là, ce serait client dans reprenariat, est-ce que vous avez une équipe? Pas des employés, une assistante, tu sais, tout dépendant c'est quoi l'entreprise. Parce que je vous dis, la journée que le marketing prend de l'envol, je dis en bon québécois, vous allez capoter. Vous allez capoter parce que là, vous allez dire, arrêtez, fais un stop. Je l'ai déjà entendu, arrête le marketing, arrête, il y a trop d'appels, on n'y arrive pas. Puis là, je dis, tu viens tout de défaire la stratégie. Parce que tu n'étais pas prêt. Et je le dis depuis le début, est-ce que tu as une équipe? Puis même si ça commence avec une personne, au moins quelqu'un qui peut aider. Moi, j'aime travailler avec des entrepreneurs qui ont même quelqu'un en marketing dans l'équipe. Ça ne me dérange pas. Ça me facilite la tâche parce que je ne suis pas 40 heures semaine dans l'entreprise. Donc, je leur dis tout le temps, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous aider dans l'équipe avec le marketing? Que ce soit avec la création de contenu, que ce soit juste de pouvoir parler avec les clients, le côté sondage. C'est ça le danger, de faire tout seul. On ne peut pas avoir des yeux partout. Exact. Puis ça peut vraiment blesser l'entreprise aussi quand, c'est ça, la demande augmente, puis l'entrepreneur n'est pas capable de fournir, que ce soit reprenariat ou pas. Donc, moi, je dis tout le temps, tu commences ton entreprise, commence déjà à chercher ton deuxième toit ou le deuxième relin. Là, puis pas avoir peur que oui, mais la personne peut prendre mes idées. Tout le monde peut prendre des idées. Tout le monde. Je veux dire, il y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, commencez le plus tôt possible à trouver qui peut vous aider. Puis des fois, ça peut être aussi des stagiaires. Des fois, ça peut être la petite nièce, la petite cousine. Des fois, c'est sûr que là, je parle marketing, on veut toujours des experts, mais je veux dire quelqu'un pour aider. Aider, exact. C'est ça, l'emphase sur le aider. Quelqu'un qui peut donner un coup de main. Parce que c'est pas vrai que tu peux ouvrir l'entreprise le matin, puis là, maintenant, quelqu'un rentre à ton téléphone, t'es en train de filmer les gens, servir, nettoyer. Même ton enfant aussi, là. Oui! Parce que souvent, j'entends, dans l'aspect fiscal, des gens qui me disent,
mais non, je peux pas, j'ai trop d'argent. Mais j'ai dit, mais que fait ton fils le samedi? Mhm. Que fait ton fils telle heure? Pourquoi tu ne l'amènes pas dans l'entreprise pour qu'il puisse commencer à voir c'est quoi tu fais? Pourquoi? Parce que les jeunes sont plus maintenant réseaux sociaux et tout. Exact. L'amener à comprendre comment faire du contenu. Oui. Et là, c'est comme il a un emploi, là. Et Mm. puis, tu peux sortir de l'argent de l'entreprise, tu le payes. Tu peux le sortir comme quelque chose et puis tu l'intègres vraiment de manière petit à petit Oui. dans la compagnie, là. Oui. Ouais, parce que là, j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est, quand on le parlait, comment intégrer les nouveaux canaux dans la stratégie marketing. Quand je parle de nouveaux canaux, que ce soit réseaux sociaux, podcasts et d'autres choses qui n'existaient pas avant. Parce qu'avant, là, comme on le disait tantôt, là, c'est comme on envoyait des petits pamphlets dans la boîte aux lettres des gens. Maintenant, c'est comme... il y a beaucoup de choses maintenant qu'on peut faire. Oui. Comment intégrer ça dans une stratégie de reprenariat? Ça, c'est la façon que je fonctionne. Mhm. De un, les clients sont où? Est-ce que tu fais du B2B, donc business à business, ou tu fais du business à client? Fait que c'est sûr que par défaut, business à business, on va toujours se reverrer vers LinkedIn. Mhm. Mais on va pas se cacher. Après 5 heures ou après 6 heures, est-ce que je suis sur LinkedIn Mhm. ou je suis de retour sur TikTok puis Instagram Mhm. ou Facebook, tout dépendant de quelle génération Ouais, que je suis. ouais, ouais. Donc, je dirais que si vous avez juste le temps d'investir dans un seul compte Instagram, Mhm. excuse-moi, un seul compte des réseaux sociaux, je dirais Facebook, Instagram. Parce que Meta, Mhm. ils ont acheté Facebook, ils ont acheté Instagram et Instagram. WhatsApp. Ouais. Donc, quand tu es avec Meta, tu as déjà accès à Facebook, Instagram, WhatsApp. Fait que j'ai tout le temps commencé là. Oui, les clients sur LinkedIn, au pire aller, tu peux repartager le contenu. Puis je sais que c'est pas ce qu'une agence fait, on repartage pas le contenu, mais pour les clients, pour que ce soit plus réaliste, vous n'avez pas le temps de créer du contenu pour chaque plateforme spécifique. Ça demande énormément de temps, ça demande l'expertise. Commencez à créer du contenu pour Facebook, Instagram, puis vous pouvez le repartager s'il faut sur d'autres plateformes. Mais Facebook, Instagram, je dirais, c'est là qu'il faudrait commencer. Tout le monde est là. Du matin au soir. Facebook, Instagram ne dort pas. TikTok, je vous dirais de peut-être pas commencer là tout de suite. Si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider, parce que ça demande énormément de contenu à publier. Ça demande d'être extrêmement constant. Mais ce qui est intéressant avec TikTok, c'est que le contenu n'est pas obligé d'être parfait. Tandis que sur Instagram, c'est très esthétique, c'est très mon fil d'actualité est beau, c'est très comme sur le brand, les couleurs, les typographies, tout ça. Tandis que sur TikTok, tu peux te réveiller puis dire, bon, voici ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, prends-le Ouais, pas, pas, c'est ouais. moi. Ouais. OK? Ouais, Mais c'est parce que les outils de Meta aident beaucoup plus les entrepreneurs c'est à ça. planifier, programmer. Donc, ça libère du temps, tandis que TikTok n'a pas vraiment encore Ouais, c'est ça. Ouais. ce genre De contenu, d'outils-là ouais, qui sont assez simples pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, oui, il y a des canaux spécifiques pour différentes industries, différents segments de marché, mais on ne va pas se cacher, tout le monde est sur Facebook et Instagram. Donc, moi, je conseille toujours de commencer là. Ouais. Il y a quelque chose que ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça, l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on parle. J'ai vu des entrepreneurs qui font des copies-collées. Oh. C'est horrible. C'est tellement horrible, là. Des fois, tu lis l'affaire et tu comprends pas le sens de l'affaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, là? Tout le monde utilise le mot sublime maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire, Sublimé. là? Ouais, c'est partout. Ouais, c'est partout, là. Mais selon toi, quel rôle, par exemple, que ce soit dans ton agence, parce que là, on va pas le cacher, là. L'intelligence artificielle, c'est incontournable présentement. Oui. Présentement, les universités, c'est eux autres qui ont commencé à mettre un cadre pour l'utilisation, un cadre réglementaire. C'est comme moi-même, présentement, je suis aux études. Là, on te dit que tu peux utiliser l'intelligence artificielle, pas de problème. Mais dans ce devoir-là, tu es à niveau 0. Si tu utilises l'intelligence artificielle, on va te donner la note de 0 pour le devoir. On te donne un niveau 1, on te donne un niveau 2. Dépendamment de ce que tu produis, on va pas mentir là, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil vraiment important. Mais c'est quoi son rôle? Quel rôle que cette intelligence artificielle-là, les différents, que ce soit ChatGPT, que ce soit d'autres là, quel est le rôle que ça peut jouer dans la création de contenu, dans le marketing pour un entrepreneur, ou un repreneur aussi? Sauver du temps.
Vraiment. Surtout si le repreneur, il commence seul, d'avoir un assistant virtuel. En fond, ChatGPT ou toutes ces intelligences artificielles, moi aussi, je ne me sais pas des autres noms, là. Ça va t'aider à sauver du temps. Énormément de temps. Des fois, juste le temps de réfléchir à qu'est-ce que je réponds à tel courriel. Tu mets le courriel dans ChatGPT, puis, excuse-moi, je ne vais pas nommer les compagnies, là, mais tu le mets dans le IA, puis tu dis, donne-moi une réponse positive, avec une voix d'empathie, avec mes disponibilités, voici déjà mon lien pour prendre un rendez-vous. Tu mets tout dans la question, puis il va te répondre, puis là, maintenant dans une direction claire que tu as donnée à l'intelligence artificielle, là, oui, il y a possibilité de copier-coller. Là, je parle d'une réponse à un courriel pour un client, etc. Pas pour une stratégie. Donc, ça fait économiser du temps. Pour ceux qui sont peut-être pas à l'aise, des fois, à pas faire des fautes, tout ça, ça peut aider avec la grammaire aussi. Exact. Donc, ça accélère, malgré qu'il faut relire quand même. Exact. Donc, le temps d'écrire de façon professionnelle, le bon ton de voix aussi, si on veut sonner comme empathique ou si on veut vous voyer ou tutoyer, tout dépendant c'est quoi le ton qu'on veut donner à la réponse. Quand ça vient en termes de stratégie, il faut parler avec l'IA. Il y en a qui ils font juste écrire « Donne-moi une stratégie, je suis dans l'industrie du bien-être, puis je veux faire de l'argent. » Tu lui as rien dit. Tu n'as pas dit c'est qui l'entreprise. Tu n'as pas donné ton segment de marché. Tu n'as pas dit... C'est quoi ta vision, ta exactement, mission? la mission. Tu n'as pas dit comme c'est quoi les outils, c'est quoi ton avantage concurrentiel. Peut-être est-ce que tu as un espace commercial, l'adresse, qu'est-ce qui est aux alentours. Comme, il faut lui en donner, surtout si les gens commencent avec l'IA. Plus tu parles avec l'IA, plus éventuellement, tu vas dire, est-ce que tu te souviens que je t'ai déjà parlé de ma clientèle? Tu peux lui poser quelques questions avant même de commencer à la vraie question. La vraie question, ouais. Donc, ça sauve tout ça, mais il faut lui parler comme un assistant virtuel. Exact. Et non pas prendre pour acquis, ah oui, c'est tout. Non! Non. Tant que tu lui as pas donné les informations qu'il garde en mémoire, il faut toujours se rappeler. Et même des fois, je lui demande, est-ce que tu te souviens que je t'avais dit telle affaire? Puis il va me dire oui, puis il va tout me résumer. Je dis, parfait. Maintenant, je lui pose la question. Ouais. Mais quelles sont les limites? Quels sont les risques à anticiper lorsqu'on utilise l'IA dans sa stratégie marketing? Je me suis peut-être un petit peu avancée tout à l'heure, mais c'est ça, c'est de ne pas lui donner assez d'informations ou même de valider avec l'IA, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette stratégie pour pas, après ça, parce que l'intelligence prend des informations qui existent déjà. Exactement. Sur... Parce qu'on risque d'être poursuivi légalement, là. Exactement. Comme ceux qui demandent des logos, il faut le modifier un peu pour pouvoir l'utiliser. Moi, je ne fais pas les logos sur l'IA, mais... Donc, c'est ça. Il faut valider avec l'IA pour dire, c'est super, est-ce que tu peux me confirmer que... il n'y a personne d'autre dans mon industrie qui a déjà utilisé cette stratégie, ou même demander aussi comment tu sais que ça va fonctionner, c'est quoi les points qui prouvent que ça peut fonctionner, tout ça. Donc, de lui parler, ça peut être un peu dur, ou on peut se sentir comme je parle avec un robot, c'est pas un humain, je me sens un peu comme... je me sens pas authentique, tout ça. Mais c'est de demander même à l'IA de valider sa réponse. Ça. Ensuite de ça, bon, tu sais, on parle du côté aussi de la foi, donc on doit être honnête aussi. Parce qu'on va rendre des comptes, hein? Exact. Faut être honnête. Souvent aussi, j'ai vu des gens prendre quelque chose qu'ils ont vu sur les réseaux, puis on dit « je veux la même chose, refais-le ». C'est dangereux. Très dangereux. C'est tellement dangereux. C'est de laisser de côté notre éthique. C'est ça qui est dangereux avec l'IA. Puis nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas laisser ce côté-là. Est-ce que tu peux redire encore, s'il te plaît? En tant que chrétien, il faut faire attention. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on sait que à la fin de la journée, oui, Dieu est miséricordieux, mais il ne faut pas non plus jouer. Moi, j'ai dit ça tout le temps aux gens. Dieu est miséricordieux, mais tu vas payer ça en prison. Exactement. La grâce va t'accompagner de la prison parce que tu as fait une bêtise. Moi, je dis souvent aux gens, quand tu fais une bêtise, tu perds les conséquences. Tu dois aller en prison. La grâce va t'accompagner dans la prison. C'est vraiment bien dit. C'est vraiment bien dit. Fait que c'est le côté éthique qui est extrêmement important. Oui, on peut s'inspirer, mais copier, ouf, là, on s'est perdu un peu. C'est dangereux. Oui. Maintenant, on arrive vraiment à la dernière partie. Branding, identité de marque.
Comment un repreneur peut repenser ou renforcer son branding, le branding de son entreprise, de l'entreprise reprise, sans perdre son héritage, Mhm. ni déstabiliser la clientèle existante? On a parlé tantôt un petit peu, mais comment repenser ça? Comment renforcer ça, mais sans perdre vraiment une clientèle? Parce que Mm. tantôt, on parlait de ça un petit peu, mais comment quelqu'un peut faire ça? L'important, c'est de garder l'ADN de la marque. Est-ce que l'ADN, ça peut être les couleurs? Est-ce que l'ADN, ça peut être même aussi la typographie? Mhm, Puis de juste jouer sur le slogan, peut-être. mhm, Ou peut-être de juste jouer sur le message. mhm, Mais des fois, c'est plus dangereux de venir changer complètement l'identité visuelle au lieu de mhm, focuser sur le message. mhm, Des fois, ça peut être juste de moderniser aussi l'identité visuelle. mhm, Peut-être que la typographie qui a été utilisée, il y avait de la couleur or. C'est tellement années 90, années mhm, 2000. mhm, OK, on va enlever l'effet doré, puis mhm, on va le changer peut-être pour hologramme, par exemple. mhm, Là, j'invente. Des mhm, fois, c'est des petits ajustements comme ça pour moderniser l'identité, mhm. mais c'est pas toujours bon de venir jouer avec l'ADN complet de la marque. Imagine McDonald's changeait complètement. Ça devenait bleu et orange. Ça allait être un choc pour les gens. Choc. Puis même les gens ont dit, mais pourquoi vous avez changé ça? On connaît cette marque-là depuis qu'on est dans les années 80. Moi, je suis dans les années Ouais, 80, ça existait déjà. déjà, ouais. Pourquoi tu viens jouer avec Ouais. le côté classique de la marque, tout ça? Mhm, Mais quand ils ont changé les arches, ils ont modernisé les arches. Ils n'ont mhm, pas complètement changé l'arche. mhm, mhm, Tu vois l'arche, peu importe dans quel pays tu es, tu mhm, sais que tu as trouvé un McDonald's. mhm, mhm. Donc, l'ADN n'a pas été changé. Changer, ouais. Mais maintenant, avec les McCafé, tu vois maintenant qu'ils veulent ils veulent amener un côté lifestyle ou est-ce qu'ils veulent compétitionner avec le côté Starbucks? Parce que Mhm. les gens maintenant, Starbucks, il reste tellement Ah longtemps. ouais, c'est ça. Mais là, McDo veut ça aussi, que tu manges matin, midi, soir. Tu peux manger toute la journée chez McDo. Tu peux Mhm, trouver de tout. mhm, Peu importe l'heure de la journée. Puis on veut même que tu restes, on partage du Wi-Fi. mhm. T'es bienvenu. Il n'y a personne qui va te mettre dehors Ouais, ouais, d'un McDonald's. ouais. Fait qu'ils n'ont pas changé l'ADN de la marque, mais ils ont modernisé dans le message Mhm, et dans le côté style de vie, lifestyle, mhm. de la marque. Moi, si je comprends bien, là, quand on parle de marketing, c'est pas Instagram, guys. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça, là. C'est vraiment ce que tu fais ressentir aux Ouais, gens. ouais, ouais, C'est ouais. l'expérience Mhm, que la marque permet que ses clients, les mhm, clients potentiels, peuvent avoir avec elle. mhm, mhm. Maintenant, quels sont les outils, méthodes qu'on peut utiliser pour définir l'identité visuelle Mhm. ou le positionnement de la marque adapté à la nouvelle vision du repreneur? C'est quoi comme outil, comme méthode? J'utilise beaucoup les planches d'inspiration, ou on appelle ça mood board. OK? Une plateforme que j'utilise à l'agence, c'est Pinterest, c'est Mhm, gratuit. mhm, Parce que il y a l'alphabet, il y a les chiffres, mhm, et moi, je dis, il y a les images. mhm, Des fois, on se comprend mieux en images mhm. qu'on se comprend mieux en paroles. Une parole, ouais. Aussi simple, je me souviens, il y a très, très longtemps, je Mhm, faisais des mariages, j'avais demandé à une mhm, cliente, c'est quoi mhm, ta thématique? Elle dit, oh, moi, je veux quelque chose de zen. Je suis comme, OK, parfait. mhm. Fait que là, j'ai dit, juste pour être sûr, sors-moi quelques images Des pour images ouais, ouais, pour être rien sûr, à là. voir avec zen. J'ai dit, non, Hmm. ça, c'est pas zen, c'est rustique. C'était vraiment pas la même chose. Une chose, j'allais lui sortir une thématique asiatique Asiatique, avec ouais. des bambous, tout ça. Elle m'aurait dit que j'avais rien compris. Ouais. Donc, si j'avais pas demandé à la cliente de me sortir quelques Waouh. images, c'est moi qui aurais eu l'air comme si je suis pas Ouais, c'est professionnelle, ça, tu je suis connais. Ouais. incompétente. Ouais. Donc, de faire une planche ou tu sais, on appelle ça les mood boards ou des vision boards, comme tout Mhm, ça, mhm, c'est vraiment l'incontournable. Puis ensuite de ça, mhm, de se faire une entrevue soi-même. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce mhm, qu'on aime mhm, moins? Qu'est-ce qu'on aimerait projeter? mhm, C'est quoi le message qu'on aimerait que les gens se souviennent de notre marque? Si mhm, tout à l'heure, je vais quitter, qu'est-ce que j'aimerais que tu te souviennes de moi? mhm, Ben, comme tu as dit, joviale, mhm, mhm, généreuse, tout ça, mhm, tu sais, parce qu'on mhm, on s'est déjà rencontrés, tout ça. mhm, Donc, tu as pu expérimenter qui je suis. Donc, tu as expérimenté mon brand mhm, déjà. mhm, mhm. Donc, je t'ai laissé avec la bonne Exact, impression. exact, Donc, exact. c'est ça que Mhm, une marque doit véhiculer. C'est quoi l'impression qui reste quand mhm, la marque quitte, quand la mhm, marque part? mhm. Donc, c'est avec les images, c'est ça. J'arrive à ma dernière question, pas la moindre. Déjà, oui. Pas la moindre. Souvent, j'entends les entrepreneurs dire, je n'ai pas besoin de marketing. Mm. C'est comme un argent perdu. C'est comme, je ne vais pas investir dans ça.
Je vais investir pour un comptable, je vais investir pour un juriste, pour un avocat, une avocate, un avocat en droit des affaires. Je vais investir pour un notaire. Je vais investir pour un fiscaliste, un conseiller financier. Mais investir en marketing, là, pour moi, c'est pas important. Là. C'est comme du gaspillage. Mais tu as accompagné beaucoup d'entreprises. Tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Quelle a été la valeur ajoutée que ça a amené? Par exemple, un entrepreneur qui sort du point zéro, zéro marketing, et puis tu l'as amené à un autre niveau. Quelle a été la valeur? Ça a apporté une stratégie marketing créative pour une PME, que ce soit une PME qui était à ses débuts ou une PME reprise. Comment tu peux quand même chiffrer ça économiquement, cet apport? À chaque fois que je rencontre des entrepreneurs qui n'ont jamais travaillé avec une agence marketing, puis nous, on spécialise vraiment dans la vente, parce qu'à la fin de la journée, tu peux avoir le plus beau logo si tu ne fais pas d'argent. Ouais. Tu sais, ça ne sert à rien. Puis à chaque fois que je leur ai fait voir, voici le potentiel de revenus que ton entreprise peut faire, ils n'en reviennent pas. Ils sont comme, quoi? J'ai dit, oui, si tu appliques telle stratégie, si on utilise telle tactique, voici le potentiel de revenus que tu peux faire. Et si toi, tu veux te verser un salaire, voici combien d'argent que tu dois faire. Tu sais, je ne rentre pas du côté comptabilité, tout ça, mais je suis capable de leur montrer avec les différentes stratégies, avec les outils qui sont à leur portée, combien d'argent qu'ils peuvent faire. Ils n'en reviennent pas. Même des fois, je regarde, je dis, tu n'as pas les bons prix. Tu n'es pas compétitif. Je leur fais voir qu'est-ce que la compétition fait. On fait comme un SWOT analysis, là, on fait ça dans les plans d'affaires. Je leur montre, voici, ton compétiteur fait ça. Est-ce que toi, tu y avais pensé? Comment tu gardes tes clients? Il y en a, l'acquisition de clients, c'est tellement cher. Je leur dis, comment tu gardes tes clients? Est-ce que tu as un programme de loyauté? C'est ça. Est-ce que tu as une infolette, par exemple, ton tunnel de vente? Fait qu'il y a tellement d'outils dans le marketing qui peuvent être automatisés en plus que, oui, ça peut prendre du temps à créer ces outils-là, mais quand ils sont créés, tu peux faire de l'argent quand tu dors. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas avec le marketing. Les gens pensent que c'est une chose. Il y a tellement de tactiques à l'intérieur d'une stratégie que les gens passent à côté de tellement d'argent. Wow. C'est fou, là. C'est fou. C'est vraiment ça. C'est fou. Au pire, prenez une consultation avec quelqu'un en marketing, juste pour comprendre qu'est-ce que le marketing peut apporter dans votre entreprise. Ne restez pas avec « Ah, c'est des dépenses, ça vaut pas la peine » quand tu n'as aucune idée de ce que ça peut faire. C'est ça que je trouve plate, c'est un peu le manque d'aller chercher, aller vers l'information. Exact. Il y a une raison pourquoi c'est dans le plan d'affaires. Tu ne peux pas faire un plan d'affaires sans avoir une section qui est dédiée seulement au marketing. Exact. Tu dois mettre tous tes prix, tu dois mettre c'est quoi tes initiatives, comment tu vas aller chercher de la clientèle. Si tu fais ton plan de l'année, disons pour la première année, tu veux faire 100 000, OK? En janvier, tu fais des prévisions de combien? Puis comment tu sais qu'en janvier, tu vas faire 10 000 versus que peut-être le mois de juin, tu vas faire 30 000 sur ton 100 000? Comment tu sais? Comment tu as fait ces prévisions-là sans avoir mis des initiatives marketing pour dire « Ah, ben peut-être ce mois-là, je vais faire une promotion. C'est l'été, j'ai plus de trafic. En plus, mon voisin, lui, il fait toujours un barbecue. Ça emmène des clients pour moi. OK, ben je vais m'associer avec lui. Je vais faire un partenariat, je vais collaborer. Ah, ben je vais me prendre une ambassadrice. Je vais me prendre des influenceurs. Je vais envoyer des paquets parce que eux, leur communauté, c'est ma clientèle cible. Sans le marketing, tout ça, là, ce que je viens de dire, il n'y en a pas, là, si tu n'es pas au courant. Wow. Je ne veux pas étourdir les gens. Wow. On a tellement appris là. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de dire, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, si quelqu'un veut contacter Taina, contacter l'agence pour avoir vos services, c'est quoi les contacts? C'est quoi? Est-ce que vous avez comme un lieu physique? Et aussi, partage avec nous, c'est quoi un dernier mot ou bien un dernier conseil à notre public d'entrepreneurs? Parfait. J'ai commencé avec les contacts, puis je termine avec le mot. Donc, je suis disponible, mon site www.agencefaçade.com. Je suis très active sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on peut vous aider avec tout ce qui est stratégie de marketing, tout ce qui est web, réseaux sociaux et tout ce qui est identité de la marque, branding, et aussi de l'événementiel, parce que ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite de ça, si jamais vous m'avez écouté, puis là, ça coûte combien? C'est cher le marketing? Oui, c'est vrai, c'est un investissement.
j'offre des formations à tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Je fais aussi de l'accompagnement, donc du coaching, réseaux sociaux. Donc, pour que vous puissiez le faire par vous-même de la bonne façon, puis éventuellement faire plus de ventes, puis ensuite de ça, pouvoir travailler avec l'agence. Il y a mon courriel qui est info@commercialagencefaçade.com. Sinon, honnêtement, je suis très disponible sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi un DM, puis je réponds à tout le monde. Donc, ça, c'est pour me rejoindre. Puis merci de me permettre de partager mes contacts. Qu'est-ce que je veux absolument dire aux gens. Aux gens. Okay? Aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux futurs repreneurs ou bien aux repreneurs actuels. Exactement. OK? Ce qui est important, OK, c'est d'avoir Dieu avec vous. Vraiment, là, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui vous conseille de rien faire sans lui. Parce qu'il va avoir des moments, ça fera pas de sens. Puis c'est seulement lui qui va, même s'il vous dira pas c'est quoi la prochaine étape, il va vous rassurer pour dire je suis avec toi, continue. Ça, c'est de 1. De 2, ayez un réseau d'entrepreneurs avec vous. Je ne parle pas de partenaires, de collaborateurs, juste avoir d'autres entrepreneurs avec vous, puis faites des sessions de travail ensemble. Moi, des fois, j'invite une de mes amies, je suis comme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On travaille ensemble. Des fois, on est une à côté de l'autre, peut-être qu'on passe parler, mais il y a un temps où est-ce qu'on va dire, ouf, c'est dur, hein? Ou c'est pas facile. Des gens avec qui vous pouvez être transparent, parler de la vraie réalité d'entrepreneur, de prier ensemble aussi. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur chrétien, c'est important d'avoir d'autres entrepreneurs chrétiens comme vous parce que quelqu'un, quand ça va aller mal, puis tu vas lui dire, tu vas lui sortir un verset, il va pas être fâché. Exactement. Tandis que si tu parles à quelqu'un, puis il va dire, pourquoi tu me sors un verset? Je te dis, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, tu me sors un verset. Donc, c'est important d'être entouré d'autres entrepreneurs chrétiens comme nous, avec qui on peut être vulnérable, avec qui on peut prier, puis qu'on peut faire des suivis. Puis la dernière chose, c'est d'être redevable aussi à ces gens-là autour de vous pour dire, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, je me suis promis que je vais accomplir telle chose dans mon entreprise. Si tu vois que je suis distraite, appelle-moi, dis-moi-le. Ça va pas me faire plaisir, mais au bout de la ligne, je vais te dire merci. Fait que c'est vraiment ça que je conseille. C'est pas des conseils marketing, c'est vraiment des conseils au niveau humain, personnel, parce que si vous allez pas bien, ben l'entreprise, elle ira pas bien. Exactement. Wow! Un immense merci, Taina. Merci pour vraiment ton partage authentique, professionnel. Moi, je dis souvent, là, ça sert à rien de faire un podcast si on n'amène pas du bon contenu. Oui. Parce que le bon contenu, on doit l'amener avec des professionnels, des gens qui connaissent la matière, qui connaissent. C'est comme, on entend beaucoup de choses présentement sur le marketing, les gens disent n'importe quoi. Mais merci vraiment de nous avoir inspirés, de nous avoir permis de comprendre, démêler tout ce qu'il y a sur le marketing. Et vous nous avez montré bien plus qu'un simple plus. C'est quoi le marketing créatif, appuyé par l'intelligence artificielle, un branding réfléchi. Et tout ça, je comprends, c'est vraiment un levier stratégique, incontournable pour toute reprise réussie. Tantôt, à l'introduction, je l'ai dit, si vous reprenez une entreprise, chez entrepreneur, bien repreneur, c'est dur de le dire, mais si vous n'avez pas une bonne stratégie marketing, c'est comme vous, comme les gens disent là souvent, vous tirez dans les pieds parce qu'à certains moments, comme Taina l'a bien expliqué tantôt, le marketing peut avoir d'impact sur tes opérations, sur ce que tu fais. C'est vraiment important à la base de faire une bonne stratégie, un bon plan pour savoir où tu vas, qu'est-ce que tu veux pour ta marque, qu'est-ce que tu veux amener pour ta clientèle. Merci encore, Taina. Merci d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous incitera à considérer l'expertise marketing comme un investissement clé dans votre plan d'entreprise. Et je le dis souvent, tout ce que vous faites pour votre entreprise, c'est un investissement et surtout, vous n'allez pas le perdre, comme je le dis souvent. Ce sont des dépenses que vous réclamez dans votre entreprise. N'hésitez pas à revoir, aller sur Instagram, sur IG, aller consulter la page de Agence Façade, aller dialoguer, aller DM Taina, je crois, notre invité. Comme ça, elle va vous aider. Mais juste vous dire, guys, mettez l'argent dans vos poches. Elle va vous aider à faire une bonne stratégie marketing pour votre entreprise et ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision. Les gens vont voir
que vous faites quelque chose avec tout votre sérieux. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Affaires de foi, avec un nouvel éclairage, un autre enjeu du reprenariat. Cette fois-ci, on va recevoir un conseiller financier qui va vous parler de finances, d'argent dans un contexte de reprenariat. D'ici là, bonne réflexion et bon succès dans vos projets. Soyez impactés.